Julia Kristeva, jusqu'à quel point diriez-vous, et dans quelle mesure, que le lieu Paris et les lieux de Paris, université, librairie, bibliothèque, séminaire, café, jardin, etc., ont joué un rôle dans votre œuvre? Le lieu a-t-il dicté, et qu'a-t-il dicté pour vous? Comme on dit parfois le lieu dit, ou l'esprit des lieux. D'ailleurs, nous sommes ici quelque part, qui n'est pas nulle part dans votre vie. Merci beaucoup Alison de commencer notre entretien par Paris, parce que évidemment c'est essentiel dans mon histoire, mais c'est je pense essentiel aussi pour l'histoire telle que nous la vivons aujourd'hui, pour deux raisons. L'une est plus immédiate et l'autre est plus, je dirais, métaphysique. Pour ce qui est de l'immédiat, j'ai l'impression que la France est en train de s'engloutir dans la société du spectacle, dans ce troisième millénaire de globalisation. Elle est en train de disparaître. C'est, ou du moins l'impression qu'on a quand on vit comme moi, souvent aux États-Unis. Et c'est dommage. Parce que il y a du vrai dans ces disparitions, en ce sens que la France ne correspond pas toujours aux enjeux de la mondialisation, notamment économique, aux différentes compétitions industrielles, parfois politiques, parfois même sportives. On n'est pas sûr de gagner, par exemple, ce soir. Il y a une sorte de déstabilisation de l'équipe France. Ce n'est plus Versailles, ce n'est plus De Gaulle. Inutile d'insister beaucoup là-dessus, tout le monde comprend ce que je veux dire. Et en même temps, je trouve que c'est dommage parce que ce n'est pas tout à fait vrai, car quand on vit dans ce pays, comme je le fais depuis mon arrivée en France, c'est-à-dire à Noël 65, on va dire début 66, ça fait 40 ans, je me rends compte de la vitalité de ce lieu, de ces crises bien sûr, mais des crises qui me paraissent être anticipatrices, qui veulent en quelque sorte présager de ce que d'autres vont vivre après nous comme crise identitaire et comme besoin d'identité aussi. Et aussi comme nécessité de retourner vers la tradition pour pouvoir aller en avant. Tradition littéraire, artistique, nationale, parfois religieuse, pour pouvoir mieux les réévaluer. Et la France est sur ce carrefour-là. Et de ce point de vue, elle est anticipatrice de ce que vous, et puis d'autres, vont un jour ou l'autre rencontrer de manière critique, comme la France le rencontre de manière critique. Mon éditeur, d'ailleurs, m'a proposé de faire un livre d'entretien qui va s'appeler « Ma France ». Et ça tombe bien parce que nous allons commencer cela avec un de mes étudiants à la rentrée. Dans cette situation, si vous voulez, d'effacement d'une part, et de quelque chose d'anticipateur, comme je le pense, la France me paraît être comme une île. D'ailleurs, ça correspond à l'endroit dans lequel je suis vraiment enracinée en France, c'est-à-dire Paris, qui est une île à l'intérieur de l'Hexagone. Paris n'est pas toute la France. Et aussi l'île de Ré, où je passe mes vacances et où ma belle famille a des propriétés. Pour dire en fait que ces deux lieux-là me permettent de penser ce que la France a d'exceptionnel et qui ne se confond pas forcément avec cette idée d'effacement. Alors, pour moi, quand je suis arrivée en 66, c'était un pays qui sortait de la guerre d'Algérie, qui était un peu frileux, un peu déjà ressentant sa mise à l'écart de l'histoire, qui essayait de se draper dans des airs nationalistes et parfois une sorte de fierté mal placée et boudeuse. Dans mon livre Les Samouraïs, je les décris comme des paquets cadeaux qui
qui sont enrobés de jolis rubans et de papier tout à fait glacé, charmant, mais à l'intérieur on ne sait pas très bien ce qu'il y a. Et puis à côté de cela, il y avait l'école des hautes études qui s'opposait au classicisme un peu désuet de la Sorbonne en ouvrant ses portes au formalisme russe, au structuralisme, à une philosophie comme celle de Foucault, de Goldman, etc. Barthes, évidemment, avec la sémiologie, et puis des mouvements littéraires comme le nouveau roman, le post-nouveau roman avec tel quel, où j'ai très vite trouvé ma place. Donc une certaine ouverture qu'on ne trouvait nulle part ailleurs et qui était très intéressée par tous ces étudiants venus d'Europe. Il y avait des Anglais avec lesquels je suis toujours en contact et qui sont maintenant professeurs à Cambridge, Oxford ou à Genève, des Allemands, des gens de l'Est comme moi, beaucoup moins nombreux, mais quand même. Donc ce Paris-là m'a accueilli et sans cette ouverture, je pense que ce que j'ai fait depuis n'aurait pas pu avoir lieu. Et je sais que quand je vais maintenant aux États-Unis, je suis considérée comme quelqu'un qui représente cette ouverture cosmopolite de la ville de Paris, sinon de toute la France, mais que j'espère pouvoir être un jour la France elle-même, malgré ces retours nationalistes qu'on ne connaît que trop avec le Front National et d'autres. Mais cette fibre-là, elle existe et elle pourra peut-être dépasser l'île de France, c'est-à-dire Paris, et mon île de Ré qui est devenue un lieu comme ça d'ouverture aux étrangers, et un peu snob parfois, mais en même temps extrêmement gai et populaire. Alors la question métaphysique, c'est que en vous écoutant poser votre question, j'ai pensé à une phrase de Mallarmé qui, bien avant nous, à la fin du XIXe siècle, a réfléchi sur cette réévaluation des valeurs que Nietzsche avait annoncée et cette crise historique qu'on vit depuis cette époque-là, qui s'aggrave maintenant et qu'on a désignée comme la mort de Dieu. Et qui est une question de perte de repères dans le temps du sens, dans le temps de la tradition, dans le temps des valeurs, pour aller vite. Et face à cela, il écrit « Rien n'aura eu lieu que le lieu ». Donc, au temps s'oppose l'espace. Où est-on quand on pense ? C'est la question philosophique essentielle qui revient. Et à cette réponse, Nietzsche a donné une réponse. À cette question, Nietzsche a donné une réponse. On est sous un portique. C'est le moment où le temps s'arrête et où le passé rejoint un présent vertical pour s'ouvrir vers l'avenir. C'est une espèce de non-temps, mais qui reste malgré tout ancré comme une césure, comme une verticale dans le temps qui coule, dans le temps de l'histoire. Et il faut trouver dans la réalité du monde cet endroit dans lequel le temps à la fois court et coule et s'arrête pour pouvoir penser. Et moi j'ai eu la chance de trouver cela à Paris. Peut-être qu'on ne le trouve pas à tous les coins de Paris. Je sais que les universités sont parfois des lieux impossibles pour la pensée parce qu'il y a trop de bruit, trop de déménagements, trop de crises, trop de grèves, c'est insalubre, c'est moche, l'architecture insupportable, etc. Mais ça peut être aussi l'endroit d'un certain cours, dans une certaine université, d'un certain séminaire. Il faut trouver ces gens, et ça se trouve, qu'on peut rencontrer dans un colloque, où le temps s'ouvre comme un instant vertical vers le présent, vers le passé et vers l'avenir. Et Paris est un lieu où ça reste quand même possible. Et j'ajoute à cela que cet espace où l'on pense est portique, en effet, comme le dit Nietzsche, mais c'est aussi, et je fais référence ici à un autre texte qui est un texte de Kafka, qui s'appelle R, lui, où il décrit cette possibilité de penser, ce portique, ce hors-temps comme un lieu de bataille. Et Paris donne cette impression-là, justement, que c'est une bataille permanente. Il y a des conflits, il y a des contradictions,
C'est très différent d'une université anglaise ou américaine. On est en dehors de l'histoire. On pense ici parce qu'on est aussi dans une conflictualité permanente. C'est l'histoire de la France, avec la droite et la gauche, qui sont toujours en crise, plus que jamais. Mais cette crise est toujours productive de quelque chose d'étincelant. Du moins, on l'espère. Et on a toujours deux solutions, de voir que le verre est à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je préfère penser que ce lieu-là reste toujours plein d'idées. Vous arrivez à Paris dans ce qui est une des périodes les plus brillantes de l'aventure intellectuelle française. Les figures que vous côtoyez alors sont aujourd'hui universellement connues et reconnues. Lequel vous semble vous avoir laissé la trace la plus vive? Est-ce qu'on peut avoir une idée de ce que fut votre arrivée? Quel regard portez-vous sur cette expérience avec le recul des années? J'ai du mal à faire encore le bilan parce que j'ai des formations professionnelles d'enseignante et de psychanalyste qui vit dans l'instant. Et ça rajeunit beaucoup. On ne pense pas au temps qui s'est écoulé, on vit dans la vitalité de ceux qui sont avec nous, les étudiants qui ouvrent leur esprit au savoir, et puis les patients qui essayent de renaître. Donc je suis constamment dans ce temps de la Renaissance, et maintenant avec Colette que j'ai fréquentée pour mon génie féminin, j'ai tendance à dire renaître n'a jamais été au-dessus de mes forces. Mais bon, puisque vous m'y invitez, je vais jouer le jeu. Évidemment, ce qui m'a marqué le plus, c'était la rencontre avec Tel Quel et avec Philippe Solers, puisque nous sommes mariés, et donc ma vie, à la fois physique et intellectuelle, se passe autour de l'aventure de Tel Quel, et puis maintenant de la revue L'Infini, avec l'ouverture que cette revue fait entre littérature, science, philosophie, politique, comme c'est marqué dans le sous-titre de la revue. Alors, pour ce qui est de mes professeurs, je dois beaucoup à Barthes, évidemment, qui était celui qui m'a accueilli, qui m'a beaucoup écouté, et qui a eu la générosité de dire qu'il était mon élève, même parfois, parce qu'il est de ces professeurs qui savent non pas se projeter dans leurs élèves, non pas chercher leur propre pensée dans leurs élèves et les féliciter quand ces élèves les citent, mais reconnaître la nouveauté de leurs élèves et la développer à sa propre façon, à lui, professeur, mais encourager l'élève dans cette perspective-là d'élèves qui fertilisent en quelque sorte. Donc c'est très gratifiant, évidemment. Il a beaucoup apprécié ce que j'avais fait sur l'intertextualité, son livre sur SZ, sur Balzac, s'inspire beaucoup de cette notion-là. Les relations que j'ai pu maintenir avec les textes à travers la psychanalyse qui passe par le lien amoureux, qui est le lien de transfert, ne sont pas sans écho avec son livre les fragments d'un discours amoureux. Donc on a eu beaucoup de complicité, et il a beaucoup apprécié, il était le premier à saisir cela, c'était un esprit politiquement aussi très en avance, mon étrangeté, qu'il a vécu non pas comme un handicap, ce qui est le cas aussi, et c'est souvent perçu comme ça, comme en France, un pays très traditionnel, très cimenté administrativement, culturellement, très fier de lui. Les étrangers sont souvent à la fois marginaux, tout en étant appréciés dans les discussions des Lumières, mais malgré tout on reste étranger. Eh bien, pour Roland, cette étrangeté était tout de suite perçue comme dans l'esprit de la France qui vit, de la France qui s'innove. Et il a fait un très beau texte qui s'appelle L'étrangère, qu'on cite toujours, dans lequel il me décrit comme quelqu'un qui trouble les jeux des familles et qui permet de penser justement quelque chose qui n'est jamais classifié, classé et apaisé. Bon. Donc j'étais évidemment très portée par cela. Quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, dont on parle moins, mais à tort, c'est un savant austère, Émile Benveniste, qui était professeur au Collège de France et qui était un des fondateurs avec Roman Jakobson de l'Association internationale de sémiologie,
que nous avons fondé à Varsovie avec Thomas Sibiok d'Indiana, qui est sémiologue et qui a fondé la revue Semiotica. Mais Benveniste et Jacobson étaient les présidents et moi j'étais le secrétaire général de cette fondation. Il nous a donné la possibilité de nous rencontrer souvent. Benveniste était quelqu'un qui s'était beaucoup impliqué dans l'histoire littéraire française. Il a fait partie du groupe surréaliste. Il m'avait souvent parlé de ses connaissances, de cette révolution surréaliste, notamment à travers les personnages de Breton et d'Aragon qu'il connaissait. Ils fréquentaient ensemble la closerie des Lilas, dans laquelle il me disait « il ne faut pas y aller trop parce que le sang coulait ». C'était donc une vision très physique qu'il avait de cette combativité que j'évoquais tout à l'heure des milieux littéraires auxquels il participait, ce qui ne l'empêchait pas d'être quelqu'un de très profondément enfoui dans la mémoire de la langue, et notamment avec sa connaissance du sanskrit. Il me lisait les Rig Veda directement en français. Il connaissait parfaitement l'évolution des langues indo-européennes à partir des racines sanskrites. Et il est l'auteur du dictionnaire des institutions indo-européennes dans lesquelles on trouve la mémoire d'institutions comme la famille ou le sacré, si on commence à décortiquer l'étymologie. C'est quelqu'un à cheval entre l'anthropologie, la philosophie et la linguistique, et c'est le premier linguiste et le seul, à ma connaissance, à avoir écrit sur l'inconscient et le langage chez Freud. Donc c'était un homme remarquable. J'étais évidemment très proche de Goldman, qu'on a oublié aujourd'hui, mais qu'on va sans doute redécouvrir quand on reviendra sur la place de Marx et Hegel dans l'histoire de la pensée européenne, avec lequel j'étais toujours en conflit, parce que moi j'étais plus freudienne que hegelienne, mais on avait quand même cette source de la philosophie allemande ensemble. Que pourrais-je vous dire d'autre? Des linguistes comme Chevalier, qui était mon directeur de thèse. La révolution du langage poétique était dirigée par Jean-Claude Chevalier, qui est un grammairien, mais qui a travaillé aussi sur Apollinaire. Donc, on trouve en France des esprits comme ça, très, très scientifiques au sens positiviste du terme, maîtrisant l'histoire de la grammaire du Moyen-Âge jusqu'à nos jours, en passant par évidemment Port-Royal et la linguistique cartésienne que Chomsky avait reprise, et en même temps spécialiste de la littérature jusqu'aux anagrammes d'Apollinaire. Donc c'est quelqu'un d'extraordinaire. Voilà, bon, plein d'autres, mais c'est les essentiels. Oui. Oui. Lacan, évidemment, que j'ai fréquenté. La psychanalyse lacanienne m'avait marqué, mais je ne suis pas restée dans cette école. J'ai visité, on peut dire visité, parce que je n'étais pas vraiment élève, mais je suis passée comme visiteuse les séminaires. On devait aller avec Lacan en Chine. Pour des raisons personnelles, Lacan, ça ne s'est pas fait. Nous sommes beaucoup vus à ce moment-là à titre personnel, mais c'est une personnalité qui m'a marqué, qui m'a permis aussi de me distancier de ce qui devait devenir son école par la suite et de revenir finalement au freudisme. Et ici à Jussieu, vous avez une longue histoire quand même avec Jussieu. Ça a commencé en 75. Après ma thèse, oui, j'étais élue très rapidement. J'étais peut-être le plus jeune professeur à l'époque parce que j'ai eu ma thèse à 33 ans, 34 ans, je ne sais plus. J'étais élue tout de suite, j'étais nommée professeur très rapidement. Et Jussieu était et continue toujours à l'être, je pense, malgré nos difficultés, un lieu d'ouverture de l'université. Parce que c'est une université qui porte le nom de Denis Diderot, comme vous savez, qui était le grand philosophe de l'encyclopédie, qui est allé d'une certaine manière beaucoup plus loin du côté des sciences et de l'interrogation du divin que ne l'ont fait Rousseau et Voltaire, en tout cas d'une manière très différente. Notre université est pluridisciplinaire, comme lui l'a été, avec sciences et sciences humaines, sciences dures et sciences humaines. Et maintenant, nous allons déménager. Vous voyez tout ce bazar de chantier, parce qu'il y a le désamiantage. Ça a été vite fait en 68, il y a beaucoup d'amiante. Donc maintenant, on est en train d'enlever ça. Ici va rester Paris 6, qui est purement sciences.
Et Paris 7 va déménager derrière la grande bibliothèque dans les grands moulins. À la rentrée, nous serons là. Mais nous voulons garder cet esprit de pluridisciplinarité. Et je suis très contente de constater, j'ai parlé l'autre jour avec le président Eurin, qui rentre de Chine, que Pékin, Wuhan, Shanghai, je ne sais plus qui, nous estiment beaucoup et veulent faire comme nous. Donc, ces universités polycéphales. Donc, on va essayer de porter la bonne parole. Quand je suis arrivée en France, j'étais très étonnée par l'intérêt des jeunes bourgeois français à l'endroit des pays de l'Est, dans lesquels ils voyaient une sorte d'enrichissement culturel, évidemment, parce qu'ils ne connaissaient pas tout ce qui s'est fait autour de Maïakovski, du formalisme russe, etc. Donc il y a un désir culturel, mais aussi comme un modèle social dont on connaissait évidemment les horreurs, mais qui avait une forme de solidarité. Donc c'est ça qui les intéressait. Et moi, qui voyais plutôt les mauvais côtés, j'étais un peu gênée par cet enthousiasme. Et finalement, j'ai étouffé cette gêne parce que j'ai compris que pour eux, cet intérêt pour les pays de l'Est était à comprendre comme une révolte contre la bourgeoisie, contre les parents, ici et maintenant, en France. Donc ça avait un côté contestataire. On ne voulait pas le modèle des pays de l'Est, mais on voulait montrer quelque chose au conformisme bourgeois occidental. Et donc c'est ainsi que j'ai accompagné leur mouvement, qui est passé par une curiosité à l'égard du Parti communiste, ensuite à l'égard de la Chine, mais ce n'était pas des adhésions, comme on l'a compris souvent, en tout cas pas de ceux qui m'accompagnaient et qui étaient des écrivains ou des artistes. C'était une curiosité plutôt pour apprendre quelque chose de nouveau et chercher un modèle alternatif. Bon. Alors l'effondrement du mur, ça m'est apparu comme une libération extraordinaire, parce que mes parents étaient encore vivants, ils étaient là-bas, et j'ai suivi avec tout ce qu'on a appelé à ces moments-là les bleus, c'est-à-dire ceux qui étaient du côté des forces nouvelles, le réveil d'un sentiment de libération. Et en même temps, ce qui est apparu très vite, c'est la difficulté du renouveau. Parce que ces bleus qui voulaient apporter un nouvel esprit, d'abord étaient très divisés, n'avaient pas de programme, étaient souvent sous la chape de plomb d'un nationalisme mal digéré. Les religions, notamment en Bulgarie, qui est un pays orthodoxe, n'étaient pas consistantes. Il y avait même deux patriarches, l'un un peu pro-communiste, l'autre pas, mais qui n'avaient pas d'après ce que j'ai compris, de poids théologique, et donc même les gens religieux ne pouvaient pas se reconnaître en eux. Donc c'était une sorte de désertification idéologique et politique qui ne pouvait pas tenir longuement. Et tous les cadres compétents avaient été plus ou moins communistes. Donc très vite, il y a eu un retour du côté du communisme, parce que lui-même un peu changé, renommé socialiste, et qui voulait donc se départir du côté totalitaire, et que beaucoup de gens, notamment les retraités, notamment les professions qui n'arrivaient pas à devenir des businessmen ou des mafieux et qui se trouvaient en difficulté, réclamaient le retour. Parce qu'ils étaient plus protégés, parce qu'il y avait une solidité, etc. Et on en est là maintenant. Donc il y a un grand travail à faire, déjà pour essayer d'implanter dans ces pays, et notamment sur les Balkans, le respect de la légalité, la lutte contre la corruption, et aussi le retour des cadres, parce que beaucoup de jeunes fuient à l'étranger, et une réévaluation de l'histoire nationale, de la religion, etc. Donc c'est un travail à multiples tiroirs pour lequel j'ai peur qu'on a pris beaucoup de retard, et ça va rendre difficile l'intégration
de la Bulgarie en particulier et de la Roumanie dans l'Union européenne. C'est une question que je croise au Conseil économique et social. Nous pensons, j'en ai parlé encore hier avec l'ambassadrice de la Bulgarie et avec le président du Conseil économique et social, M. Dermagne, on pense que le Parlement français va voter l'entrée de ces pays, la Bulgarie et la Roumanie, dès la fin de l'année maintenant, ou début janvier, mais que les institutions européennes, sachant que ces pays ne sont pas vraiment prêts, vont attendre peut-être encore un an pour que l'entrée se fasse en 2008, de manière à solidifier la frontière est de l'Europe, en attendant que la Turquie soit mûre, parce que pour l'instant, c'est repoussé au calendrier grec, comme on dit. L'entrée de la Turquie n'est pas à l'ordre du jour. Moi, je suis de ceux qui ne pensent pas que le discours politique est périmé, qu'il y ait une fin des idéologies et des politiques. Je pense qu'on en voit les limites, on en voit la crise, mais à partir de là, la solution qui est la mienne consiste d'une part à approfondir ce que Nietzsche appelle l'histoire monumentale, c'est-à-dire l'histoire des religions et des sédimentations esthétiques, tout ce qui est la mémoire culturelle, la recherche des valeurs, le rapport à la philosophie, le judaïsme, le christianisme, l'islam, la Renaissance, le Moyen-Âge, tous les tiroirs, comme je disais tout à l'heure, culturels. Cette espèce de réévaluation du passé. Et ça, c'est de l'ordre de la responsabilité des écrivains, des artistes, des intellectuels. Et par ailleurs, le champ du politique, qui est déconsidéré parce qu'il s'est limité à une gestion inefficace du quotidien, devrait être repensé et valorisé. Je parle d'abord de la France et puis je reviendrai aux pays de l'Est. C'est une des raisons pour lesquelles je me suis impliquée dans le handicap. J'essaye de rester au Conseil économique et social et donc d'ouvrir dans le discours politique des fenêtres qui cherchent aussi des solutions politiques à des questions qui relèvent de l'histoire monumentale, comme par exemple la vulnérabilité des êtres humains, les personnes âgées, les personnes handicapées, les problèmes de santé, le problème de la famille, de la reproduction. Toutes ces questions éthiques sont de l'ordre du politique. Et ce sont des gens comme moi qui peuvent apporter à la fois une vision, on va dire philosophique pour aller vite, de ces questions-là, et leur traduction en langage plus médiatique, de manière à ce que ce soit compréhensible et aux politiques, et aux journalistes, et aux lecteurs, aux spectateurs. Alors, la question de l'Europe fait partie de cela. Je souhaiterais beaucoup qu'à l'occasion justement de l'entrée de la Bulgarie et de la Roumanie, on ouvre un débat plus vaste, notamment dans les médias, la peur ou non du fameux plombier de Varsovie, le fameux plombier polonais qui fait que les Français n'ont pas voté pour le référendum. Ils ont peur maintenant d'autres personnes qui pourraient venir de l'Est. En même temps, cette peur commence à être transcendée parce qu'on se rend compte qu'il y a un enrichissement possible. Il est possible également de faire des vis-à-vis entre les universités. Enfin, tout ce travail-là, ce maillage qui est lent, qui est laborieux, je pense que des gens comme moi pourraient participer pour le faire. Alors, pour ce qui est du nationalisme, c'est une réaction, en effet, qu'on trouve en France aussi. On l'a senti il y a plusieurs années déjà, quand j'ai écrit mon livre contre la dépression nationale, qui est un débat. Ça serait une bonne idée de la traduire peut-être aux États-Unis, parce que c'est un des rares qui n'a pas été traduit en Amérique, bien que ce ne soit pas peut-être un sujet qui concerne de cette façon-là l'Amérique, face au repli identitaire des États-Unis, qui est possible dans les difficultés que les États-Unis éprouvent. Je pense que l'exemple de cette tentation identitaire telle qu'on l'a vécue en France avec le Front National et ma réaction à cela peut être intéressante. Donc j'ai dit à ce moment-là que l'ouverture à l'étranger, que la gauche dont je suis réclame, doit s'accompagner d'un travail de compréhension de l'étranger, bien sûr, mais aussi d'exigence vis-à-vis de l'étranger pour qu'il, lui, l'étranger, comprenne le pays dans lequel il veut s'insérer.
il y a des devoirs des étrangers. Et je l'ai dit à l'époque, ça paraissait un peu comme une trahison du discours de gauche. On lui dit maintenant comme un devoir de tous ceux qui sont en banlieue de respecter la République, ne pas mettre le feu aux bagnoles, etc., etc. Et donc ça suppose une éducation et non pas une espèce de lâcher comme ça, libertaire, qui s'avère être liberticide finalement, parce que ces jeunes de banlieue n'ont pas les bases que la République ne leur a pas données, des limites dans une adhésion, des limites de l'identité, des limites de l'autre et du respect, etc., etc. Alors pour revenir au pays de l'Est, je crois que là, il y a un grand travail à faire, notamment pour ce qui est des Balkans, pour leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les parents pauvres de l'Europe. Pour des raisons historiques, l'orthodoxie et tous les pays orthodoxes ont été négligés, ils n'ont pas de pont avec l'Europe occidentale, comme l'ont les catholiques, comme les Polonais par exemple. Malgré les difficultés et le rejet du plombier polonais, il y a par les églises, etc., une sorte de communauté qui s'est créée, Jean-Paul II l'a beaucoup favorisée, etc. Les Balkans, ce n'est pas le cas. Les églises européennes et les églises de l'Ouest n'ont pas de contact avec l'orthodoxie. Et il y a un conflit théologique qui s'aggrave pour des raisons économiques et politiques, mais la coupure est nette. Donc il faudrait faire comprendre à ces gens-là, sur le plan politique, mais aussi sur le plan culturel, qu'il y a une curiosité, qu'ils ne sont pas rejetés, que c'est pas parce qu'on rejette Milosevic que toute l'orthodoxie est mise à la poubelle. Enfin, il y a tout ce travail de la part de l'Europe à faire, et aussi leur permettre de dépasser leur réaction, qui est une espèce de durcissement identitaire qu'on voit très bien sur Serbie. Et je le crains un peu en Bulgarie. On me parle beaucoup maintenant du fait qu'il y a une communauté turque qui est très offensive, qui est liée, paraît-il, je n'en sais rien, mais les gens le disent, aux mafias. Est-ce que c'est une réaction de nationalisme bulgare qui suspecte les Turcs d'être mafieux pour mieux les rejeter, ou est-ce que c'est une réalité? L'Europe doit mettre sa participation dans cette compréhension-là et les aider à traverser cela. Et ça doit être une condition pour l'adhésion, mais pas une condition rejetante, une condition qui s'accompagne de mesures d'aide. Et j'ai peur que pour l'instant, nos mesures sont simplement législatives et monétaires, financières, et pas vraiment au niveau des mentalités. Et ça, c'est à faire. Bon, voilà des chantiers qui ne peuvent être pris en compte que par des intellectuels si nous avons du temps pour travailler dans ce domaine tout en faisant notre travail à l'université, nos petits livres, etc. Donc, vous voyez, j'aggrave mon emploi de temps. Moi, je pense que l'héritage de la France, cette culture très physique, très corporelle, d'un athéisme finalement hanté d'amour, que ce soit Eros ou Agapé, toute l'histoire de la littérature française de Rabelais à Colette passe par là, est très ouverte au féminin aussi. C'est quelque chose de radical, de fondamental dans la culture européenne. Et il n'y a pas d'Europe sans cela. Et beaucoup d'Européens, mais aussi à l'extérieur de l'Europe, quand ils disent Europe, pensent à cette contribution française. Alors, est-ce que cela passe actuellement par une réhabilitation de la langue française ? Ça, je serais moins affirmative que vous. J'ai le sentiment que la francophonie s'enlise un peu, et plus qu'un peu. Je le vois notamment dans les universités américaines. Quand j'ai commencé à enseigner, les départements de français étaient très forts, notamment par l'intérêt vis-à-vis de la théorie française. À tort ou à raison, souvent ça a donné lieu à des malentendus de politically correctness, de French stuff et tout ce qu'on veut. Mais bon, c'était le cas. Maintenant, ces départements ont abandonné la théorie et n'ont rien apporté d'autre, sinon une sorte de Berlitz de français comme ça pour apprendre à faire des échanges économiques, et c'est dommage. Mais en Europe aussi, je constate que dans les pays de l'Est qui étaient généralement francophones, comme la Bulgarie, la francophonie décline au profit de l'anglais, ce qui est normal. Cependant, vous évoquez le cas d'écrivains qui s'expriment en français en venant de l'Est. Malkin, par exemple, ou même moi, c'est déjà un vieux monument.
dû aux dominicaines, chez lesquelles j'ai appris le français, etc. Alors, est-ce que c'est un courant ? Je l'espère. Quand je vois, par exemple, mes collègues psychanalystes qui veulent apprendre la psychanalyse française et pas américaine, et qui veulent faire leur analyse en français, je me dis, il y a un espoir. Ils ont compris que nous avons une vision du corps dans la langue, et donc de l'inconscient incarné, qui leur apprend plus que ce qu'ils apprennent dans les textes de la psychanalyse anglophone. Donc, ce sont des pionniers. Mais des hirondelles, mais est-ce qu'une hirondelle fait le printemps? Ça reste une question. Pour moi, ce sont encore des cas singuliers, des exceptions, et la France serait bien inspirée de ne pas se déprécier trop, de ne pas trop pavoiser dans une sorte d'autodestruction déclinologique et se battre la coulpe sans arrêt, mais accentuer les points forts et faire un travail un peu de séduction vis-à-vis de l'extérieur. Ça ne sera pas plus mal, mais bon, ça reste ouvert. Comment écrivez-vous? Mais aussi, où trouvez-vous le temps? Est-ce qu'il faut des blocs de temps? Oui. Comment vous faites? Alors, comment j'écris? J'écris à la main d'abord, et si possible au crayon, surtout quand il s'agit de romans ou de textes auxquels je tiens, des essais qui seraient plus qu'une conférence ou un cours pour lesquels je fais souvent des notes comme ça un peu elliptiques, mais pour un texte auquel je tiens qui demande plus de réflexion, j'écris souvent à la main, qui est un premier jet, et au crayon, et parfois la nuit, parce que depuis que mon père est mort, je me réveille souvent vers 2-3 heures. Avant je prenais un cachet, après je lisais, puis maintenant j'écris un peu. Donc ça peut prendre une forme embryonnaire comme ça dans une vie nocturne où on est réveillé sans être vraiment trop réveillé. Je trouve que c'est un bon moment pour se laisser déborder par des pensées inattendues qu'on doit affiner par la suite, mais ce sont des germes qui me sont très, très sensibles. Ensuite, il m'arrive aussi pendant la journée d'avoir des temps de liberté qui sont souvent pas très longs, mais je peux très vite me discipliner et passer d'une chose à l'autre et reprendre le fil de ces germes nocturnes, par exemple, et continuer. Et sinon, les week-ends qui sont des moments sans occupation, sans passion, sans activités politiques ou universitaires, je les garde entièrement pour l'écriture. Et cette écriture se fait de la même façon, que ça soit théorique, critique ou romanesque? Techniquement, si vous voulez, au niveau extérieur, ça ne change pas beaucoup. Je suis au même endroit, soit dans mon lit, soit à ma table. Souvent à l'île de Ré, d'ailleurs, pendant les vacances d'été, les 2 mois d'été et les vacances de Pâques, là, je n'ai pas d'autres occupations que de faire cela. Si on me voit de l'extérieur, c'est la même procédure. Mentalement, c'est évidemment différent. Les textes littéraires sont beaucoup plus oniriques et ils sont beaucoup plus nocturnes. Et quand je les corrige la journée, évidemment, ma table n'est pas surchargée de livres, de références, je dois chercher telle citation, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus orienté vers le génie de la langue française. À ce moment-là, les moments de musique sont des lectures de grands auteurs comme Colette ou comme Proust ou comme Céline. Ce qui ne veut pas dire que je vais copier leur style, mais ça me plonge dans la chair de la langue. C'est une sorte de terreau qui m'accompagne.
Votre nom me fascine. Ça allait de soi de publier dans ce nom. Quel est votre rapport C'est mon nom naturel, c'est le nom de mon père, de notre famille. Je me suis un peu penchée là-dessus dans mon dernier roman Meurtre à Byzance parce que je le décortique et je crée une espèce de fiction autour de cela. Cela veut dire de la croix. Christ en bulgare, ce n'est pas le Christos qui est le Christ, on peut penser souvent en Christ, mais c'est plutôt la croix. Et Eva, Ève, c'est le masculin, génitif masculin, et Eva, génitif féminin. Donc ça veut dire Julia de la croix, en fait. Et mon père disait que, en me voyant nomade comme ça et qui traverse le monde, il disait, mais c'est peut-être parce que nous descendons des croisés. Et que tu transmets ça au-delà de l'Europe et du bassin méditerranéen, tu portes ta croix à travers le monde. Donc pour moi, la question ne s'était pas posée du tout, c'était naturel de prendre le nom de famille. Mais il y a eu 2 moments où ça a été contesté, c'était assez curieux. L'un, c'était moi-même qui a voulu faire un cadeau à ma belle famille. Parce que quand je commençais à être connue, il me disait mais pourquoi vous ne prenez pas le nom de famille qui est Joyaux? Parce que Philippe Solers, c'est Solers qui est un pseudonyme, et notre nom de famille est Joyaux et notre fils s'appelle Joyaux. Et donc j'ai écrit, j'ai eu une commande pour écrire une histoire de la linguistique. C'est le livre qui s'appelle Le langage c'est inconnu, qui n'est pas traduit en anglais je pense, et c'est peut-être le seul. Mais qui mériterait de l'être parce que c'est une espèce d'introduction à la linguistique. Peut-être qu'il est, que je suis ignorante. Je ne sais pas. Et donc je l'ai signé sous le nom Joyaux. Donc c'était pour montrer que ce nom ne me fait pas honte du tout, mais que je me suis construite déjà et j'ai continué à le faire ultérieurement sous le nom de naissance. Et puis l'autre, et d'ailleurs ma mère n'était pas contente que je change de nom parce qu'elle me dit mais pour une fois qu'on comprend ce que tu dis, parce que c'est un livre très didactique et très pour les gens qui connaissent rien à la linguistique, pour une fois qu'on comprend ce que tu fais, tu changes de nom. Bon, ça c'est pour la belle histoire. Alors ce qui était moins drôle, c'est quand j'ai écrit le livre des Chinoises pour l'édition des femmes, parce que quand nous sommes partis en Chine, les féministes m'ont donné 10 000 francs, ce qui était beaucoup à l'époque, parce que je n'avais pas beaucoup d'argent, pour payer le voyage en Chine, avec l'obligation de faire un livre sur les femmes chinoises. Et en rentrant, j'ai rencontré un groupe extrêmement dogmatique. Souvent, le féminisme a dégénéré dans une sorte d'ossification, comme ça, à l'image des partis politiques d'extrême gauche, voire communiste, et c'était le cas de ce groupe-là. Et après avoir réceptionné mon manuscrit, après ne l'avoir pas lu pendant un mois, elles m'ont convoqué à une espèce de happening où j'étais très critiquée pour 2 raisons. D'abord parce que je ne disais pas de bonnes choses sur les homosexuels, mais ce n'était pas le projet du livre. Et deuxièmement, parce que je signais mon livre avec le nom du père. Alors je dis, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le nom du mari, c'est peut-être pas aussi bien non plus dans votre idéologie. Et j'ai compris, parce qu'on me l'a dit, que je devais faire une préface pour dire que je devais tout ce que je pensais à la chef du mouvement féministe. Ce que je n'ai pas fait, donc je ne pouvais pas signer avec le nom de la chef non plus, mais je pouvais au moins faire une reconnaissance d'autorité suprême, ce que je n'ai pas fait. Nous nous sommes brouillés et pendant très longtemps nous ne nous sommes pas vus. Donc ce nom en effet peut faire à la fois surgir des curiosités parce qu'il est chargé de la mémoire de notre civilisation, le Christ ou la croix, mais ça peut attirer des compétitions. J'ai été marquée aussi en vous lisant par la musique qui surgit dans tous les textes romanesques d'une manière ou d'une autre. Je me demandais si on pourrait rapprocher la musique à ce que vous avez nommé la sémiotique. Oui,
Écoutez, moi j'ai un rapport très étrange à la musique parce que je ne suis pas douée du tout. Chez nous, c'était ma sœur qui était la musicienne. Elle était une grande violoniste, elle a fait des concerts individuels quand elle était enfant. On l'a envoyée après à Moscou, elle était chez Oistrakh. Puis après, au moment de l'adolescence, elle a décidé qu'elle n'était pas la grande génie du violon et elle a fait de l'histoire de la musique, de la théorie de la musique. Elle est maintenant en France, elle enseigne la musique à l'Université de Paris 8. Donc c'était elle la musicienne. Mais ça m'a laissé quand même une certaine culture musicale et beaucoup d'amour pour la musique, dans laquelle je n'excelle pas, mais que j'essaye de vivre et qui me bonifie, comme je pense elle le fait parfois, pas toujours. Donc, c'est vrai que je n'ai jamais écrit sur la musique, mais je l'insère dans mes textes. Et elle a en effet le rôle à la fois de ce hors-temps, d'incision dans le cours de l'interprétation, parce que mon discours, en dehors des romans, mais même avec les romans, est un discours interprétatif, avec des incisions parfois rhétoriques qui sont plus des condensations que des interprétations, mais quand même. Et la musique va dans ce sens de l'incision métaphorique qui introduit du non-temps et du sémiotique, comme vous dites. Il faut peut-être que je rappelle que j'introduis cette notion de sémiotique en parlant des textes littéraires dans ma thèse sur Mallarmé et Lautréamont. Et je considère que la langue telle que nous la parlons maintenant, avec ses signes, sa syntaxe, je l'appelle symbolique. Ça transmet un message, il y a une signification. Alors que l'avant-langue ou le translangue, les rythmes, les allitérations, la musique de la langue, comme on dit rapidement, qu'on retrouve dans le pré-langage de l'enfant, mais qu'on peut retrouver aussi dans une certaine manière de moduler ou de rythmer la grammaire, que chacun a à sa façon et qui se retrouve aussi dans le style, j'appelle ça sémiotique. Et le poète est essentiellement dans le sémiotique qu'il essaye d'imprimer à une langue nationale. Chaque poète crée une nouvelle langue, mais cette nouvelle langue est une impression de son sémiotique très subjectif sur le génie de la langue nationale, dont il faut tenir compte, parce que sans quoi ça devient le discours psychotique qui est incommunicable. Et je pense que une expérience littéraire est au carrefour de ces deux valences de tout langage. Alors évidemment, dans la société de communication où nous sommes, on privilégie le symbolique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Le message A versus B, 0,1, l'ordinateur, soyez court, etc. Et par contre, le sémiotique imprime, encore une fois, sur ce message condensé et monovalent, la vie du corps, en fait, et la vie de l'inconscient. Vous parlez plusieurs langues. Est-ce que vous croyez que ce multilinguisme a une influence sur votre français? Je pense, oui. Mais ce polyglottisme, en fait, a un double effet. C'est vrai que ça me rend curieuse des autres et je passe très facilement dans l'écoute, même du français, tel que le parlent les Espagnols ou les Grecs, etc. Donc je suis capable d'entendre mieux leur langue que le français de souche qui est tout de suite bloqué et refuse. J'ai aussi évidemment une ouverture vers les civilisations de ces langues-là, mais peut-être je cherche cette espèce de mélodie différenciée dans mon écriture romanesque qui est dans une phrase plus ample, plus sinueuse, je dirais, que le français normatif que j'admire et duquel j'ai envie de me dissocier quand j'écris mes romans. Ce qui ne me rend pas forcément service parce que peut-être que les gens prennent ça comme quelque chose de maladroit. Mais je vais maintenir cette fluidité. Une question peut-être qui a à voir avec la maternité, sur cette double nature peut-être de votre écriture, ce passage à la fiction qui a commencé avec les samouraïs en 90, et la maternité peut-être comme point focal, peut-être comment vous avez pu
expliquer cela, investiguer cela à travers l'écriture romanesque par rapport à l'écriture critique? C'est une très bonne question parce que ça me renvoie à un carrefour de mon expérience qui était essentiel pour le développement ultérieur aussi bien de ma personne que de ma pensée, si je peux employer ces termes un peu pompeux et grandiloquents. Dans les années 70, donc après 68, après l'intérêt pour le monde, le vaste monde qui nous tombe maintenant dessus, avec la globalisation et notamment la Chine, que j'avais perçu avec d'autres dès cette époque-là, après avoir fait une licence de chinois, après avoir fait un voyage en Chine, la déception que j'ai perçue vis-à-vis de la politique m'a conduite à m'intéresser au singulier dont on vient de parler, à l'intime. Et j'ai eu la conviction que je ne peux pas aborder cette intimité qui me paraît être le lieu, on revient au lieu du début, où se déploie la vérité du sujet que nous sommes, du sujet parlant, à condition d'être lié encore une fois au temps qui passe, c'est-à-dire à l'histoire. Donc je suis toujours dans cet équilibre entre l'instant et l'histoire. Donc cette intimité ne peut se travailler, se penser, que si je fais une double expérience. D'une part celle de la maternité, et de l'autre et en même temps de la psychanalyse. Et je commençais par la psychanalyse, qui était d'abord un appel, je dirais, philosophique, épistémologique. Je pensais que pour comprendre l'avant-garde littéraire, Mallarmé, Lautréamont, ces langues un peu difficiles, obscures, à la frontière de l'incompréhensible, de l'ésotérisme et ou de la folie, il me fallait m'impliquer moi-même dans une écoute psychanalytique du langage et par conséquent faire une analyse. Et dans la même direction, je me suis intéressée, toujours pour une perspective, on va dire, philosophique, aux limites du langage, l'apprentissage du langage par l'enfant et le discours psychotique. Et ça a été bouclé dans mon analyse où moi-même, je devenais le laboratoire de ces limites de langage. Parce que dans une psychanalyse, vous régressez, vous êtes un enfant et vous êtes aussi à vos limites. Le rêve est une folie, une psychose. Donc on ne parle que de ces latences délirantes dans cette analyse. Et puis, la maternité, moi j'ai toujours eu la conviction de la bisexualité psychique. Parce que je suis une fille du père, j'étais très, très attachée à mon père qui, j'y pense encore ces jours-ci à cause du foot, parce qu'il m'amenait au match de foot et je connais tout sur le foot grâce à lui. J'étais le garçon de la famille, entre autres. Mais d'abord, c'était un homme très doux, très, très féminin. Ma mère, qui était une femme extrêmement généreuse, était une biologiste de formation, donc il y avait des deux côtés, du masculin et du féminin, et ils m'ont toujours transmis cela. Mais je me considère comme essentiellement féminine, physiquement et dans mon rapport à autrui, tout en étant une battante et une intellectuelle qui voulait s'affirmer comme autonome et si possible se perfectionner. Mais il me manquait, pour accomplir cette ambivalence, cette bisexualité psychique, l'expérience de la maternité. Et au cours de mon analyse, j'ai eu la conviction que je ne pouvais pas m'en passer. Donc, à la fin de mon analyse, je suis devenue maman, et l'apprentissage du langage par mon fils m'a, en quelque sorte, réconciliée avec un français infantile. Parce que j'avais appris la langue française chez les dominicaines à partir de l'âge de 5-6 ans. Mes parents m'avaient placée dans une maternelle française, mais c'était quand même une langue seconde. Et je n'avais pas ces 5 premières années que j'ai essayé en quelque sorte de réapprendre
à travers un enfant qui commence à parler le français. Je me raconte ça, en tout cas, en me disant que par la maternité et par l'accompagnement de la petite enfance, j'ai acquis un français plus infantile, plus sensoriel, plus quotidien, plus imprégné dans les perceptions et dans les rêves, dans l'infantile. Ce qui m'a permis, je pense, de changer de langue dans mon métier. J'ai commencé à écrire des romans, c'est les samouraïs, et même mes essais, je pense, sont devenus plus littéraires, entre guillemets. Enfin, c'est une langue moins abstraite. Ben, c'est ce nœud comme ça entre psychanalyse, maternité et style. Ce qui montre aussi, moi je considère que c'est une véritable renaissance et que nous avons dans notre vie plusieurs possibilité de changer de peau, comme on dit. C'est plus que la peau, c'est les fibres même qui changent. Mais l'expérience de l'analyse plus la maternité peuvent être une occasion. Je dis peuvent être parce que c'est pas toujours le cas. Ça peut être aussi une reproduction mécanique comme ça, et on continue à être l'être bétonné qu'on est. Toutes les analyses ne conduisent pas à cela et toutes les maternités non plus. Mais c'est une chance. Il y a de plus en plus de femmes, peut-être d'êtres humains, qui viennent à la langue française. Et je trouve que vous êtes très ouverte à cela. Et ça évoque un peu la question du féminisme. Et est-ce que vous êtes féministe? Et si oui, quel est votre féminisme? J'ai trouvé une boutade pour répondre à cette question. Depuis que j'ai écrit Le génie féminin, je dis je suis peut-être pas féministe, parce que je dis peut-être parce que évidemment la libération des femmes fait partie de mes aspirations, mais en même temps je me reconnais pas souvent dans le mouvement féministe, qu'il soit américain ou français, car c'est pas forcément les mêmes. On y reviendra peut-être. Donc je dis je sais pas si je suis féministe, peut-être je le suis, mais je suis scotiste. Alors personne ne sait ce que ça veut dire, donc il faut que j'explique. Duns Scott était un philosophe, un théologien du Moyen-Âge, et pour aller vite, il disait que, c'est moi qui va vite, hein, pas lui, pour aller vite dans notre entretien, il disait que la vérité n'était pas dans les idées générales, comme on le sait depuis Platon. Elle n'est pas non plus dans la matière opaque qui résiste et qui peut rester inconnaissable. Elle est dans le singulier, dans cet homme-ci, cette femme-là, cette créature-là, dans ce que l'être peut avoir de singulier. Et pour désigner cette singularité, il employait le pronom démonstratif. Lui et plutôt ses successeurs, ecce. Et ecce homo, cet homme-ci, le ceci, this, the thisness, on dit, je crois, en anglais. Et en latin, ça s'appelle exeitas. Hannah Arendt a beaucoup insisté là-dessus. Et je pense que ce qui m'intéresse, et à travers le féminisme, mais à travers l'histoire de la pensée occidentale, c'est la liberté de chacun. Et je pense que c'était un moment passager, sans doute indispensable, mais qui s'avère nécessaire à dépasser parce qu'il a produit beaucoup d'erreurs et d'horreurs. Ce qui était nécessaire, sans doute, c'est de passer par les communautés. Toutes les femmes, comme tous les gays, comme tout le tiers-monde, comme tous les prolétaires, comme tous les bourgeois, peuvent se libérer. C'était le désir depuis la Révolution française, ou si on peut se placer dans une optique plus métaphysique, depuis la décomposition du continent religieux. Pas de Dieu, pas de maître, on va libérer les communautés. Eh bien, on sait maintenant que ce souci communautaire est à surveiller de près, parce que la communauté peut imposer des étranglements des libertés individuelles. Alors comment concilier le social et l'individuel, c'est la grande question. Mais la culture française, puisqu'on parle de celle-là, me semble s'avancer assez loin dans ce souci d'équilibrage, parfois avec des erreurs, souvent avec des erreurs. Et c'est pourquoi je pense que l'intérêt pour la créativité des femmes a pris beaucoup de place ici,
en France et notamment à Paris. Le féminisme américain était très combatif, très violent, très agressif. Ça a conduit à la guerre des sexes, souvent à une explosion de l'homosexualité. Ça a eu l'avantage de montrer que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes intérêts. Je crois que c'est une vérité qu'il ne faut pas sous-estimer. Mais une fois que cette vérité est connue, comment vivre ensemble? Et je pense que ce vivre ensemble ne doit pas se cantonner dans la création des communautés, la communauté des femmes et la communauté des hommes, pas plus que la communauté des chrétiens, des musulmans, des bouddhistes, des juifs, des français, des anglais, etc., quelle qu'elle soit, mais par la mise en valeur de la singularité. Ce que j'appelle, moi, pour être un peu hyperbolique et un peu provocatrice, le génie féminin. Et donc, je mise sur cette possibilité, notamment dans les démocraties occidentales qui en ont tous les moyens économiques et politiques, financières, de promouvoir le génie de chaque femme, de demander, de rendre possible le dépassement individuel. Et que c'est à partir de cette créativité des femmes que peut-être de nouvelles possibilités de liens sociaux peuvent surgir plus chaleureux, moins mortifères, plus créatifs eux-mêmes. Voilà, donc je suis scotiste. Oui. Moi, je me suis découverte nomade un jour, je crois que je raconte cela dans Meurtre à Byzance. J'allais de Toronto à London, qui est une ville au Canada, pas à Londres, de l'Angleterre, avec un petit avion et qui survole la plaine. Et tout à coup, je me sens très bien dans les avions. Je n'ai pas du tout peur des avions, mais là, en étant entre ciel et terre, mais en voyant bien la terre, je me suis dit, mais c'est ma nature. Je suis bien dans l'avion, je suis une nomade. Et c'est là qu'est née l'idée de faire justement Meurtre à Byzance pour raconter ce que je vous disais au début, à savoir que mon père pensait que nous venions des croisés parce que c'était des voyageurs et des nomades. Alors à la fin justement de Meurtre à Byzance, Stéphanie Delacour, qui est le personnage qui me représente, dit à son ami le commissaire Rilski, qui est un commissaire de police à Santa Barbara, qu'elle va rentrer aux États-Unis parce qu'elle est revenue en France et puis finalement c'est très bien, c'est une Française, elle vit d'origine justement balkanique et croisée, mais finalement elle se dit non, on va rentrer aux États-Unis. Au point où j'en suis, le voyage essentiel pour moi, c'est entre l'Hexagone et l'Amérique. Et c'est un pays que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de critiques évidemment par rapport à plein de choses qui se passent aux États-Unis, mais dans la mesure où je suis accueillie par les universités, je me sens vraiment à l'aise avec l'académie américaine, ce qu'on appelle l'académie, qui elle aussi est très composite, il y a toutes sortes de tendances, mais finalement tout compte fait, très cosmopolite, très ouverte. Et c'est, vous disiez au début, c'est grâce à Paris que je suis devenue ce que je suis, mais c'est aussi grâce à l'Amérique. Je me considère comme une Française, donc de nationalité française, mais citoyenne américaine, d'origine bulgare et d'adoption américaine. Et même si mon anglais est loin d'être excellent, parce que je vais souvent dans le département de français, maintenant, depuis que ces départements ne sont plus ce qu'ils étaient il y a 10 ans ou 20 ans, je vais dans le département de philo, et notamment à la New School. Et donc ça m'oblige à améliorer mon anglais. Donc j'espère que je vais faire des progrès. Je vais voyager dans l'anglais aussi. Donc mon voyage essentiel, c'est d'essayer de rapprocher, si vous voulez, les deux bords de l'Atlantique. Je pense que ce sera bien pour la France et pour l'Amérique et peut-être pour le monde que l'Europe et les États-Unis, qui gardent leurs différences, ils ne pourront pas faire autrement, dépassent un peu on va dire les mécompréhensions, les crises même qu'on a vécues ces derniers temps et qu'on essaye de bâtir un pont
par les intellectuels et par les échanges culturels. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Et il y a évidemment, pour rejoindre votre question et l'éternel retour, ce voyage en soi-même qui est toujours infini et qui renvoie à une fréquentation de tout ce qui est sédimenté en moi. L'inconscient n'est jamais épuisé tant qu'on est en vie et tant qu'on parle. Et il n'est pas épuisé parce que je fais de lapsus, parce que je tombe amoureuse, parce que je fais des erreurs. Donc il y a plein de court-circuits comme ça qui montrent qu'on est en vie et qu'on n'est pas simplement un pur esprit ou un dieu. Toute cette humanité dont l'inconscient est l'indice majeur me constitue, mais aussi parce que j'essaye de visiter la mémoire culturelle. J'étais récemment en Israël où j'ai présenté mon livre qui vient d'être traduit là-bas, Histoire d'amour, et vous connaissez très bien. Je vous remercie de toute cette belle connaissance que vous avez de mon travail, que vous poussez toujours en avant par vos questions et par tout ce qu'on a fait ensemble jusqu'à présent, y compris le petit livre d'hommage que l'Université de Paris 7 a fait pour moi l'année dernière. Donc à Jérusalem et à Tel Aviv, j'ai présenté Histoire d'amour, qui est une histoire des religions en fait, et notamment des religions juives et chrétiennes, de la Bible et du Nouveau Testament. J'ai parlé un peu de ça et j'ai trouvé que devant les psychanalystes en particulier de Jérusalem, mais aussi devant les universitaires, il y a un grand désir de répondre à ce que j'ai proposé, à savoir un forum fait de non-croyants, mais qui s'intéressent à l'histoire des religions, des psychanalystes, des littéraires, des philosophes, des anthropologues, un forum d'observation des religieux, des faits religieux. Et notamment le judaïsme, le christianisme et si possible l'islam. C'est plus difficile parce qu'il y a moins de spécialistes dans ce domaine. Bon, je lançais ça comme un désir, c'est une sorte d'éternel retour, si vous voulez. Les amis psychanalystes à Jérusalem me disent, mais on va faire ça. Et donc on est en train d'organiser ce forum, peut-être avec la participation des psychanalystes de Columbia, parce que je suis allée il y a 1 mois et demi à Columbia, on a fait un colloque sur le Death Father, qui est une figure qu'on retrouve dans la vie de chacun, mais c'est une figure qui renvoie au Dieu, Dieu mort, Dieu ressuscité, etc. Et donc, en développant ma communication, les psychanalystes de Columbia et les gens de IPA se sont montrés intéressés par ce projet qu'on a formulé à Jérusalem. Donc on est en train d'organiser ça ensemble. C'est une autre forme de voyage, si vous voulez, dans la mémoire. Et c'est un éternel retour qui peut-être, je nourris cette utopie, peut aider à remédier aux fameux heurts des religions qui malheureusement continuent à être l'actualité encore aujourd'hui.